Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. La porte de l'appartement claque avec violence et Bettina s'abat sur le canapé du salon avec l'intention de se laisser aller à une crise de larmes. Mais le désespoir lui laisse les yeux secs. Ralph, son mari, va l'abandonner bientôt, elle en est persuadée. Jusqu'ici, jamais après une dispute aussi grave soit-elle, il n'était sorti sans un baiser de réconciliation. Et voilà qu'aujourd'hui, il ne lui a même pas accordé un regard. La jeune femme se redresse et tire une cigarette d'un paquet posé sur la table basse. Elle l'allume, fume quelques bouffées, mais le goût lui en paraît infect et elle l'écrase aussitôt dans le cendrier. Que faire, mon Dieu, que faire? Ralph est excédé, c'est certain, découragé. La chose s'est reproduite si souvent depuis leur mariage qu'il a épuisé toutes ses réserves de compréhension et d'amour. Bettina allume une nouvelle cigarette qui lui semble meilleure cette fois et se rend dans la cuisine pour se faire un café. Elle va tremper ses lèvres dans le liquide brûlant quand la sonnerie du téléphone retentit. « Ralph, oh c'est Ralph qui a eu des remords !» Bettina décroche, le cœur battant, mais au bout du fil, elle entend la voix suraiguë de sa mère. « Ton mari vient de m'appeler! C'est épouvantable! Tu imagines le mal que tu nous fais? » Toujours la même litanie. Pas un mot pour la plaindre, elle, pas un mot pour la comprendre. « Oh maman, je t'en prie !» dit Bettina. « Oui, je vole dans les magasins, oui, je ne peux pas m'en empêcher, oui, je suis une mauvaise fille. Il faudrait bien que tu t'y fasses. » Sa mère entame alors tout un discours où il est question de traitement, de séjour dans un établissement spécialisé. Bettina a horreur de cette idée. « Je sais bien que c'est une maladie, je sais bien que je vous fais honte à tous, » dit-elle. « Mieux vaudrait que je sois une alcoolique ou même une meurtrière. J'attirerais plus de sympathie qu'en étant kleptomane. Je me rends parfaitement compte, maman. » Elle profite du silence un peu gêné de sa mère pour lui dire au revoir et raccrocher. Le café est tiède maintenant. Bettina le boit cependant d'un seul trait, puis revient dans le living et cherche à nouveau refuge sur le canapé. Et les éternelles questions viennent la tourmenter. Mon Dieu, comment cela est-il possible? Qu'est-ce qui la pousse de manière irrépressible à s'emparer de certains objets? N'importe lesquels, d'ailleurs, leur valeur importe peu. Est-ce qu'un médecin pourrait la guérir de cette manie? Il faudrait voir un de ces médecins-là. Bettina n'ose même pas en prononcer le nom exact. Pourtant, son enfance a été sans histoire, heureuse même au sein d'une famille aisée. Elle s'est montrée brillante élève, meilleure que son frère aîné qui poursuivait de laborieuses études d'ingénieur. Et voilà qu'un jour, l'incident s'est produit. La jeune femme s'est emparée du plumier d'une de ses camarades, un magnifique plumier d'ailleurs, à compartiment secret. Elle a rapporté l'objet à la maison sans même prendre la peine de le dissimuler. Ses parents, son frère, tout le monde a su que Bettina était une voleuse. Depuis ce jour, son calvaire a commencé. Toujours ces vols ridicules, la honte, les humiliations, la réprobation de la famille. Plus tard, il y a eu Ralph.
et sa stupeur douloureuse quand il a découvert que la femme qu'il venait d'épouser était kleptomane. Lui, en revanche, s'est montré compréhensif et indulgent. Longtemps, elle a cru que son appui l'aiderait à résister à cette force qui la rongeait. Mais les vols se sont succédés dans les grands magasins. Des boutons de nacre d'un prix dérisoire, un sac à main et une quantité d'objets les plus divers. Bien sûr, plusieurs fois, elle s'est fait prendre, mais on s'était toujours montré compréhensif. Elle n'était pas une voleuse à l'étalage, mais une femme souffrant d'un déséquilibre psychologique. Le nom et le signalement de Bettina figurent maintenant sur les fichiers de beaucoup de magasins en prévision d'éventuelles récidives. Tout en remuant ses sombres pensées, la jeune femme finit par s'endormir. En fin de matinée, une sonnerie la réveille. Quelqu'un carillonne à la porte d'entrée. L'esprit encore embrumé par le sommeil, elle va ouvrir et se trouve devant un inconnu. L'homme qui se tient sur le seuil est petit, mais râblé, et son visage a l'aspect recuit, rouge brique des épidermes trop longtemps soumis aux rayons ultraviolets d'une lampe à bronzer. Son costume pied-de-poule n'est pas du meilleur goût. Après avoir soulevé brièvement son chapeau, il s'introduit dans l'appartement sans attendre qu'on l'y invite. « Vous êtes bien Bettina Morphy ?» demande-t-il. « Oui, c'est moi. » répond Bettina, plus surprise qu'effrayée. Le visiteur sourit. « Je dois vous entretenir d'une affaire, Madame Morphy. On pourrait s'asseoir, non? On serait mieux pour causer. » Bettina commence à trouver que le type exagère. C'est sans doute un représentant de commerce. Ces gens-là ont un toupet monstre. « Non, écoutez, dit-elle, si vous voulez me vendre quelque chose, ça n'est pas la peine. » Et l'homme l'interrompt. « Je vends rien, Madame Morphy. J'achète. » Puis il se dirige vers un fauteuil et s'y assoit. « Venez là !» dit-il en indiquant le divan face à lui. « Venez là, ce que j'ai à vous dire vous intéressera, vous verrez. Il s'agit de votre mari. » Bettina resserre la ceinture de sa robe de chambre et obéit. Un étrange pressentiment l'a envahi. « Où voulez-vous en venir ?» demande-t-elle. « Eh ben, votre mari, il a une bonne situation, il me semble, hein ?» dit le petit homme. La jeune femme ne répond pas et se contente de regarder son vis-à-vis d'un œil interrogateur. « Bah, ça sera embêtant qu'il la perde, cette bonne situation, n'est-ce pas ?» poursuit le visiteur. « Surtout que son patron est très à cheval sur les principes, hein. C'est un vieux qui fait partie d'un tas de ligues pour le redressement moral du pays. Vous saviez ça, je suppose. » Bettina acquiesce d'un signe de tête. « Eh ben, à mon avis, ce monsieur-là, il serait pas content d'apprendre que votre mari a épousé une kleptomane. » La jeune femme rougit violemment et balbutie. « Mais qui vous a... »« Oh, vous inquiétez pas, Mme Morphy, je dirai rien. Enfin, si on arrive à s'entendre. »« Combien voulez-vous ?»« Oh, vous y êtes pas, ma petite dame. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je vends rien, moi. J'achète. Je suis même prêt à payer $5 000. » « $5 000 ?» répète Bettina. « Mais je n'ai rien à vendre pour $5 000. » Cet homme pourrait faire chanter Bettina, et voilà qu'au contraire, il lui propose $5 000. Que peut-il bien vouloir acheter? Vous n'allez pas tarder à l'apprendre. Bettina Morphy est vraiment très malheureuse. Elle est kleptomane. Devant ses récidives, Ralph, son mari, commence à perdre patience et ce matin, il est parti sans l'habituel pardon. Et voilà qu'un inconnu lui rend visite. Il connaît son secret, mais au lieu de la faire chanter, il lui propose $5 000.
L'homme se renverse dans son fauteuil et semble beaucoup s'amuser. « Vous ignorez votre richesse, Mme Morphy. »« Mais enfin, s'impatiente Bettina, qu'est-ce que vous voulez acheter? Dites-le-moi. »« Vos services. Tout ce que vous aurez à faire, ce sera de suivre les instructions. Aucun danger, hein? Et 5 000 $ à la clé. C'est une sacrée bonne affaire, ça, non? » La jeune fille tente de réfréner les battements de son cœur. « Expliquez-vous, monsieur. » L'homme se lève brusquement. « Ah, je peux rien vous dire moi-même. C'est mon associé qui s'en chargera. Bon, allez, passez une robe et un manteau, on va aller le voir tous les deux. » Partir avec cet homme? Mais où va-t-il l'emmener? Et pourquoi faire? Bettina cherche une raison pour ne pas obéir. « Mais mon mari va rentrer pour déjeuner. Il va s'étonner s'il ne me voit pas. » Les yeux de l'homme, petits et enfoncés, prennent brusquement un éclat dur. « Écoutez, il faut choisir, hein? Ou vous venez avec moi, ou le patron de votre mari va pas tarder à en apprendre de belles sur la femme de son collaborateur. » Bettina se lève et, les jambes tremblantes, se dirige vers la chambre. Ne pas causer d'ennui à Ralph, c'est ce qui importe par-dessus tout. Elle lui a déjà fait assez de mal comme ça. 10 minutes plus tard, elle sort de l'appartement en compagnie de son visiteur. Un taxi les conduit dans un hôtel de seconde catégorie situé dans le quartier sud de la ville. Devant l'ascenseur qui les mène au 4e étage, le petit homme observe Bettina qui tremble d'appréhension. « Détendez-vous, Mme Morphy, ça va très bien se passer. D'ailleurs, vous verrez, mon associé est un vrai gentleman. » Bettina hausse imperceptiblement les épaules et ne répond pas. Enfin, ils arrivent devant la porte 408. Le dit gentleman leur ouvre. Il est enveloppé dans une robe de chambre en brocart dont la magnificence jure avec l'aspect fané et poussiéreux des lieux. Lui aussi doit avoir recours au service des lampes à rayons ultraviolets car son visage ridé et son crâne chauve arborent cette teinte cuivrée. « Content de faire votre connaissance, Madame Morphy », lance-t-il d'un ton mondain. « Venez vous asseoir là, sur le sofa, c'est le seul siège vraiment confortable. » Pendant que Bettina obéit, l'homme en robe de chambre observe la jeune femme d'un regard scrutateur. « Oh, Ralph, Ralph, si tu me voyais, » se dit Bettina. « Tu viendras à mon secours, j'en suis certaine. » Le chauve prend sur le guéridon un porte-cigarette en or et le présente à sa visiteuse. « Vous fumez ?» demande-t-il. Bettina refuse en secouant la tête. Pourtant, elle meurt d'envie de sentir l'âcre fumée du tabac dans sa gorge. « Est-ce que je pourrais savoir ce que vous voulez de moi ?» demande-t-elle. « Utilisez vos aptitudes, chère petite madame, » répond le chauve. « Comme Glenn, mon associé, a dû vous le dire, nous n'ignorons pas que ce que vous savez le mieux faire, c'est voler. » Bettina est frappée par la justesse de la remarque. Cet homme a raison. Prendre des objets et les sortir d'un magasin sans les payer, c'est son seul talent. Autrefois, lorsqu'elle était jeune fille, elle avait fait de beaux projets. Devenir journaliste, faire des études de psychologie, écrire des romans. Mais elle n'a jamais rien réalisé de tout cela. Le petit homme rablé, que son associé vient d'appeler Glenn, s'assied sur le bras du canapé à côté d'elle et l'observe en silence. L'homme à la robe de chambre poursuit. « Vous comprenez, Madame Morphy, ce qui nous plaît chez vous, c'est que vous soyez catalogué comme kleptomane, tant par les magasins que par la police. Alors, si on vous surprend à voler un article, même d'une valeur un peu plus importante qu'une bobine de fil, on trouvera cela tout à fait naturel. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir ?» Comme Bettina reste muette, Glenn intervient. « Je crois qu'elle aimerait mieux que tu mettes les points sur les i, Georges. » Le dénommé Georges tend une feuille de papier à Bettina sur laquelle un plan sommaire a été dessiné. « Voilà comment se présente l'intérieur de chez Travels, 82 47e rue.
C'est une joaillerie. Bon, sans rivaliser avec Tiffany's, elle jouit d'une bonne réputation. Alors voilà, vous vous approchez du comptoir gauche, que j'ai marqué d'une croix, et vous demandez au vendeur de vous sortir un plateau, le 3e à droite sur la rangée du haut. Pendant que vous regarderez les broches qui s'y trouvent, il y aura, un incident bruyant dans le magasin. L'attention du vendeur ne manquera pas d'être attirée par ce qui se passe un peu plus loin et vous pourrez alors facilement vous emparer de la broche avec des diamants et des émeraudes qui se trouve à l'extrémité gauche de la 2e rangée. Impossible de vous tromper. Ensuite, vous sortirez sans vous presser surtout. Mais ce n'est pas moi qui vais vous apprendre comment on sort d'un magasin avec un objet volé. Vous en avez l'habitude. Une fois dehors, dirigez-vous vers la droite. Un type en train de quêter pour les paralytiques sur le trottoir viendra à votre rencontre et vous tendra un tronc. Vous n'aurez qu'à glisser le bijou dans la fente. Ensuite, poursuivez votre chemin. Au coin de la rue, un taxi vous attendra. Pas un vrai, bien sûr. Il sera conduit par un de nos amis. Donnez-lui votre adresse et rentrez chez vous. Et voilà, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous voyez que tout est prévu. Pour une spécialiste comme vous, ça n'est pas bien sorcier. Dans quelque temps, vous recevrez les $5000. Jamais je ne pourrais commettre sciemment un tel acte, s'écrie Bettina. George s'exclave, imité par Glenn. Voilà que vous avez des scrupules, petite madame. Mais voyons, il n'y a aucun danger pour vous. Si l'on vous prend avant que vous ayez mis la broche dans le tronc, pas besoin d'opposer de résistance, n'est-ce pas? Et tout se résoudra comme les autres fois. En apprenant votre charmante manie, les flics classeront l'affaire. Je ne veux pas, s'entête Bettina. Je ne pourrai jamais. Allons, Madame Morphy, montrez-vous coopérante, à moins que vous ne préfériez que nous prenions contact avec le patron de votre mari. Devant le visage de l'homme qui a totalement cessé d'être souriant, Bettina cède brusquement. « Bien, d'accord, » dit-elle d'une voix résignée. « Quand cela doit-il se passer ?» Georges regarde sa montre. « Autant battre le fer pendant qu'il est chaud, n'est-ce pas? Il me faut environ 2 heures pour mettre en place les derniers préparatifs. » Puis, il enveloppe Bettina d'un regard évaluateur et ajoute « Pendant ce temps, vous allez retourner chez vous pour vous habiller un petit peu mieux, vous pomponner. Il n'y a que les dames super chic qui rentrent dans ce genre de boutique. Soyez là-bas à 14h20 très précise et exécutez votre travail. L'intendance suivra. N'essayez pas de nous faire une entourloupe, chère petite madame, de prévenir votre mari, par exemple. Vous savez ce que vous risquez. » À l'heure dite, la jeune femme pousse la porte de la joaillerie. Avec son tailleur gris, son rang de perles qui luit doucement sur son chemisier vert, ses escarpins à la cambrure élégante, Bettina ressemble vraiment à ces jeunes femmes oisives et insouciantes qui n'ont rien d'autre à faire que de dépenser l'argent de leur mari. Pourtant, elle a l'impression de vivre un cauchemar dans cette boutique à l'ambiance feutrée. À son arrivée, quelques clients sont présents, mais la jeune femme ne voit personne. Elle exécute point par point les consignes de Georges, qu'ils ont répétées une dernière fois tout à l'heure, avant qu'elle ne rentre chez elle. Aller vers la gauche, repérer le plateau où se trouve la broche, demander qu'on sorte ce plateau. Le vendeur à qui elle s'adresse est un jeune homme au maintien compassé qui ne peut pas dire 3 mots sans exécuter un petit salut. Il ne fait aucune difficulté pour sortir le présentoir de velours noir que lui désigne cette si élégante personne.
À peine Bettina a-t-elle posé son regard sur la fameuse broche qu'un bruit de verre brisé éclate dans l'atmosphère ouatée. Puis des exclamations fusent de toutes parts. Le jeune vendeur devient très pâle et instinctivement fait quelques pas en direction du bruit pour voir ce qui se passe. Bettina détache alors la broche avec une dextérité qui l'étonne elle-même, puis, la glissant dans sa poche, se dirige vers la sortie. En passant, elle voit ce qui a causé l'incident. Un client a eu un mouvement malheureux avec sa canne à pommeau d'argent. Il a donné un coup dans une vitrine au point de la briser. Le maladroit est en train de s'excuser. C'est un homme de type sud-américain dont la lèvre supérieure arbore une fine moustache, malgré laquelle Bettina a l'impression de reconnaître Georges. Plus que quelques mètres et elle sera dans la rue. Enfin, elle tire la lourde porte et se retrouve à l'air libre. À peine a-t-elle fait quelques pas qu'un homme s'avance vers elle en psalmodiant. « Pour les paralytiques, s'il vous plaît! Pour les paralytiques, ils ont besoin de votre aide, s'il vous plaît !» C'est Glenn, vêtu d'un costume sombre et fatigué, qui présente à Bettina une boîte en fer dans le couvercle de laquelle a été aménagée une large fente. Elle y glisse la broche et se dirige, peut-être un peu vite, vers le taxi qui se trouve bien à l'endroit prévu. Elle est sauvée maintenant. Il ne lui reste plus qu'à oublier très vite toute cette histoire. Ce n'est qu'en refermant la porte de son appartement que les nerfs de la jeune femme lâchent. La tension a été trop forte et elle s'écroule sur le divan et pleure, sans pouvoir s'arrêter. C'est ainsi que Ralph la trouve le soir en rentrant. « Tu as recommencé ?» dit-il navré. « Oui, enfin non, » balbutie Bettina. « J'ai été obligée de voler. » Et Bettina raconte toute son aventure à son mari. Celui-ci se rend compte que sa femme, pour l'épargner, vient de vivre un véritable calvaire, et il en est très ému. « Il ne faut pas que ces bandits restent impunis, » décide-t-il. « Prévenons la police. » Au début, la jeune femme refuse, puis elle comprend que c'est la seule chose raisonnable à faire. Le capitaine Butter qui les reçoit semble un policier intelligent. Il écoute l'histoire sans montrer d'incrédulité. Tout de suite, il envoie un adjoint faire une enquête dans l'hôtel où Bettina a rencontré Georges. Puis, il lui demande de regarder des photographies de malfaiteurs. Il y en a tant que les yeux de Bettina se brouillent. Aucun de ces visages blafards et rébarbatifs n'est celui de Glenn ou de Georges. D'ailleurs, ils avaient tous deux ce bronzage artificiel qui devait beaucoup transformer leur physionomie. Quant à l'homme qui conduisait le taxi, elle était si fatiguée qu'elle l'a à peine regardé. Bettina repousse les photographies. « Je ne sais plus, dit-elle, découragée et hésitante. « Non, je ne crois pas que Glenn et Georges soient parmi eux. » Tout en posant une main apaisante sur l'épaule de sa femme, Ralph s'adresse au policier. « Ces hommes n'ont peut-être jamais eu affaire à la police, » suggère-t-il. Butter esquisse un sourire. « Ah, ça m'étonnerait. Voyez-vous, si votre femme dit bien la vérité, leur âge et la manière minutieuse dont ils ont organisé le coup me portent à croire que ce sont des professionnels endurcis. »« Alors, ils étaient sans doute de passage, » affirme Ralph, « et c'est la première fois qu'ils exerçaient dans cet état. »« Oui, peut-être, » répond le capitaine avec une moue dubitative. Puis il s'adresse à Bettina. « Madame Murphy, êtes-vous certaine de ne pas avoir inventé cette histoire pour cacher qu'une nouvelle fois, vous n'avez pu vous empêcher de... » La sonnerie du téléphone interrompt sa phrase. Il décroche, tandis que Bettina fond en larmes. Ralph essaie de la réconforter, mais il semble à la jeune femme que lui aussi l'observe d'un œil interrogatif. « C'était mon adjoint, » informe Butter en raccrochant.
Il dit que le client de la chambre 408 ne s'appelait pas Georges, qu'il n'était pas chauve d'ailleurs et portait les cheveux en brosse. Il est parti ce soir vers 18h, sans se presser. « Mais c'est un déguisement, j'en suis sûr !» s'exclame Bettina en redoublant de sanglots. Pour essuyer ses yeux, elle cherche un mouchoir dans son sac, quand ses doigts rencontrent un objet dur qu'elle n'identifie pas tout de suite. Elle le saisit et le sort. C'est un porte-cigarette. Le porte-cigarette en or de Georges. Bettina ne se souvient absolument pas avoir subtilisé cet objet. Abasourdie, elle le tourne et le retourne entre ses mains, puis brusquement le regarde plus attentivement. Il y a une inscription gravée sur le couvercle. Bettina fixe tour à tour le policier, puis son mari, avec une expression stupéfaite. Puis elle part d'un long rire sous le regard inquiet des deux hommes. Enfin, elle se calme, tend le porte-cigarette au capitaine Butter et déclare « Le véritable nom de celui qui se faisait appeler Georges est Harrison Clark. C'est gravé sur cet objet que je lui ai emprunté, d'ailleurs sans m'en rendre compte. Vous allez pouvoir retrouver ce voleur et ses complices. » Et pour la première fois de sa longue carrière, le capitaine Butter félicita une voleuse. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.